On a repris cette salle, ce qui n'a pas été sans mal, puisqu'il y avait d'autres personnes qui la voulaient aussi. On va tourner aux alentours de 300 adhérents, voilà, répartis sur les deux salles. Pour une licence à 450 €, je propose 19 cours par semaine. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Emmanuel, comment ça va ? Très bien, bonjour. Très content de t'avoir pour ce nouvel épisode d'Investir le Ring. Emmanuel, tu es président du Ring parisien. C'est une entité qui gère 2 salles de boxe à Paris. Une dans le 13e arrondissement et une historique dans le 2e arrondissement de Paris. Pour cet épisode, Emmanuel, j'ai envie d'envisager 2 sujets avec toi. Tout d'abord, c'est la reprise de cette salle historique dans le 2e arrondissement de Paris. Comment tu l'as fait renaître, tu l'as mis au goût du jour, tu l'as modernisé, tu lui as donné une nouvelle impulsion, une nouvelle vision. Et ensuite, comment tu développes, tu fais grandir cette entité qui est le Ring parisien avec l'ouverture de cette 2e salle dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce que ça te va comme programme ? C'est parfait. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, donc bonjour, je suis Emmanuel Negroni, j'ai 59 ans. Voilà, je suis un passionné de boxe depuis l'âge de 17 ans, puisque je boxais dans les années 80 en compétition, et je fais beaucoup de sparring avec des boxeurs connus. Voilà, et donc j'ai toujours été passionné. À côté de ça, j'ai d'autres activités, mais j'ai toujours été passionné par ce sport. Et donc il y a maintenant 6 ans, j'ai repris l'ancienne salle de Jean Bretenel, qui avait été entre-temps, parce que Jean Bretenel, c'était dans les années 90-2000, qui était un grand promoteur et entraîneur de boxe anglaise. J'ai repris cette salle il y a 6 ans, qui entre-temps avait été reprise par des personnes peu recommandables, qui confondaient leur portefeuille privé avec les cotisations des adhérents. Voilà. Et donc c'était une salle qui était un peu moribonde, puisque il y avait plus que 2 sacs qui traînaient dans la salle, qui étaient à moitié éventrés. Il y avait pas d'équipement, il y avait rien. La salle est très belle, elle est dans le 2e arrondissement. Et donc, avec toute une équipe de l'époque, d'adhérents et de coachs, on a repris cette salle, ce qui n'a pas été sans mal, puisqu'il y avait d'autres personnes qui la voulaient aussi. On a repris cette salle et on a complètement tout bouleversé, puisque on est vraiment maintenant une salle qui a près de 300 adhérents, et on a 2 salles, une dans le 13e et une dans le 2e. C'est de 5 ans à 90 ans, puisque notre doyenne a 88 ans. Voilà. Parlons de cette salle dans le 2e arrondissement. C'est une salle historique, tu l'as dit, qui a été fondée par Jean Bretenel, donc qui était un promoteur et un entraîneur. Comment ça se passe, la reprise ? T'as dit qu'il y avait des gens qui s'en occupaient avant, mais bon, on a cru comprendre que c'était pas forcément de manière très efficace. C'est une salle, elle est dans un gymnase, il me semble, qui appartient à la mairie. Un peu comment ça se passe Oui, en fait, c'est une salle municipale, donc c'est le gymnase Gendarme dans le 2e arrondissement. Donc voilà, là-dessus, j'ai voulu vraiment complètement la transformer, en faire vraiment un véritable lieu de boxe. Donc il a fallu l'équiper complètement, et ça a un coût. Et pour cela, j'ai eu beaucoup de chance à cette époque-là, parce alors, quand je dis moi, on était tout un groupe, on était plusieurs à essayer de monter ça. Et j'ai eu beaucoup de chance à cette époque-là, puisque j'ai tout de suite voulu, et ça on en parlera plus tard, mais j'ai tout de suite voulu développer la boxe adaptée et l'handibox. Et donc j'ai rencontré Everlast US. Je leur ai parlé de mon projet, je leur ai fait un petit dossier, je leur ai parlé de mon projet. Everlast US, c'est c'est la boîte américaine qui venait à Paris à ce moment-là. Tout ça, c'est un concours de circonstances qui a fait que on a pu les rencontrer. Je leur ai expliqué notre volonté de vouloir développer ça pour le handicap, et eux, en réponse à cela, à cette envie, ils m'ont donné le catalogue Everlast et ils m'ont dit: vous servez, vous faites ce que vous voulez.
Donc c'est un équipementier, Un équipementier, tu as voilà. des sacs, Voilà, donc des j'ai rings. vraiment eu beaucoup de chance puisque j'ai équipé toute la salle. On a maintenant 8 sacs, enfin on a tout, on a un portique, on a voilà, et la salle est complètement équipée grâce à cela. Et à partir de là, on a pu démarrer, cette nouvelle salle. Euh, Parallèlement à ça, alors est-ce que j'en parle maintenant? Je ne sais pas, mais je parle aussi on a aussi décoré la salle dans le sens où on a fait intervenir une galerie d'art, une galerie de photos d'art, la galerie Jean-Denis Walter, qui elle nous propose des expositions de photos de boxe, et notamment actuellement on a celle de Laurent Gudin, qui est un photographe qui a beaucoup travaillé dans la boxe et pour la boxe et pour la lutte sénégalaise. Donc voilà, donc qui crée tout de suite une ambiance très particulière puisqu'on a des photos qui sont gigantesques, de photos, de très belles photos qui mettent une ambiance très intéressante dans cette salle. On pourra parler de la place de l'art dans la boxe ou même de la boxe dans l'art. Quelles peuvent être ces représentations artistiques? Sur cette salle, dans le 2e arrondissement, donc elle est gérée par le Ring parisien. Donc c'est une association. C'est ça. C'est une association donc qui a un but non lucratif. Ouais, On tout est à fait. en dehors du secteur marchand. Cette association, elle a été créée spécifiquement pour cette salle? Tout à fait. Le Ring parisien n'existait pas avant, voilà, donc c'est vraiment tout est récent, tout est neuf, quoi. Enfin depuis 6 ans, quoi. Donc, Et cette salle nous indiquait qu'elle était dans un gymnase, donc vous avez des relations avec la mairie de Paris, j'imagine? oui, et c'est important d'ailleurs, c'est une bonne remarque parce que c'est important parce que quand on équipe une salle, il faut savoir qu'on n'est pas seul dans ce gymnase. Il y a d'autres salles de boxe. Et nous, ce qu'on a proposé à la mairie de Paris, c'est que tout notre équipement était mis à la disposition des autres salles de boxe. Donc forcément, tout le monde était content, quoi, au bout du compte, hein, parce que tout le monde se retrouvait avec un équipement au top, voilà. Et ce qui a permis, et c'est pour ça qu'on a eu l'autorisation de la mairie de Paris de pouvoir mettre notre patte dans cette salle. Mais cette salle ne nous appartient pas, ça appartient à la mairie de Paris et on est locataire. Voilà. Mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres clubs aussi. Il y a du pied-point, il y a du karaté. Enfin, il y a d'autres salles, il y a d'autres clubs de sport de combat qui sont aussi dans cette salle. En fait, c'est un peu comme une colocation. Exactement. Quel- Sauf que bon, voilà, tout le monde peut profiter de cet avantage qu'on a eu à un moment donné. Et cette salle, quand tu la reprends, quelle est la vision que tu veux lui donner? On est dans le secteur associatif, donc potentiellement un secteur où traditionnellement on va plutôt chercher la performance, à former des champions. Est-ce que toi, tu as eu envie d'ouvrir un petit peu plus cette salle et de rompre avec cette habitude? Alors oui, en fait, j'ai essayé de faire un mixte entre ce que j'ai connu dans les années 80, qui était un monde très rude, qui était un monde un peu rustre aussi, très dur. Les mises de gants, c'était à chaque entraînement. Enfin bon, voilà. Les femmes étaient interdites à cette époque-là. Elles n'avaient pas le droit de faire de la boxe. Enfin voilà, c'était un monde qui était pas, qui était et on va dire le 21e siècle a déclenché ça a démocratisé ce sport. Et en fait, j'ai essayé de faire un mixte entre les deux. C'est-à-dire, j'ai gardé le côté familial, le côté entraînement dur, parce que je pense que dans notre salle, les entraînements sont très durs. Mais à côté de ça, un côté, comme je disais, oui, un côté familial où tout le monde peut discuter, tout le monde, il y a pas, c'est un peu l'opposé et c'est pas une critique du tout, mais c'est un peu l'opposé des salles de gym qu'on peut avoir actuellement où on vient, on s'entraîne. Là, pas du tout. D'ailleurs, l'une des premières choses que je demande quand il y a des nouveaux adhérents, je leur dis, on salue les coachs, on dit au revoir quand ça paraît stupide, mais c'est ça qui crée le lien finalement. C'est-à-dire que on n'est plus tout seul, on communique avec les autres. Voilà. Et les coachs sont là pour vous et vous êtes là pour eux. Voilà. Et donc ça, j'y tenais énormément. Et pour cela, il fallait maintenir un prix très compétitif. Parallèlement à ça, il y a des salles qui ont des prix beaucoup plus élevés, mais c'est très bien, c'est une autre philosophie, c'est un autre monde. Moi, j'ai voulu garder ça de ce que j'avais connu, c'est-à-dire que tout le monde pouvait venir s'entraîner dans cette salle. Autre chose, et ça, c'est
on va dire, connaissance de ce sport, j'ai très vite compris que ce sport pouvait être ouvert à tout le monde et à tous les mondes. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est de 5 à 88 ans, 90 ans, et c'est aussi pour toutes les catégories de personnes, puisqu'on a un très gros département qui concerne la boxe adaptée et l'handibox. Voilà, donc avec 5 spécificités particulières. On va parler ensuite en détail de ces différents types de publics. Aujourd'hui, tu sais qui sont tes adhérents? Est-ce que c'est des habitants du 2e arrondissement, des gens qui travaillent à proximité, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des cadres, plutôt tout type d'actifs? On a 70%, 60-70% d'hommes. Euh, Effectivement, là aussi, on a beaucoup de chance. On est très bien situé dans Paris, donc forcément, c'est plutôt facile par rapport à une salle qui est moins bien située dans Paris. Ça, j'en suis tout à fait conscient. C'est des gens du quartier, mais c'est aussi des gens de banlieue. On va dire principalement parisiens. Voilà, voilà, c'est une population très parisienne. Voilà. Tu parlais du prix à l'instant. J'ai noté 450 € à l'année pour des cours à volonté. Oui, alors la salle fonctionne de la façon suivante. On a 13 coachs. 13 coachs, 3 écoles de boxe, une école cubaine, une école américaine et une école européenne. Les écoles, c'est les styles. Et ça aussi, c'est très intéressant de le développer parce que quand on voit boxer des Cubains, ils boxent pas comme nous. Quand on voit boxer des Américains, ils boxent pas comme nous. Donc ça, on a ces 3 écoles-là. Et avec ces 13 coachs, je propose, pour une licence à 450 €, je propose 19 cours par semaine. Et je le dis sans aucune prétention, mais c'est imbattable. C'est imbattable, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. En revanche, il y a des inconvénients parce que forcément, l'argent tombe pas du ciel. Hein. Donc, les inconvénients, c'est que, on est très nombreux au début. Voilà, puisque pour pouvoir payer mes 13 coachs, je dois donc avoir de nombreux adhérents. Quand tu dis très nombreux, c'est très nombreux dans les cours en septembre ou Oui, octobre, voilà. j'imagine. Et comme je le savais, mais ça d'expérience, dans toutes les salles de boxe, et comme le niveau est assez difficile dans cette salle, il y a la sélection naturelle, voilà, qui se produit au bout d'un trimestre. Et donc, forcément, il y a des gens qui partent ou qui arrêtent l'entraînement, et ça fait que. Mais je préviens tout le monde. D'ailleurs, moi, j'ai une règle, c'est qu'au début, je prends à part tous les nouveaux et je leur explique. Je leur dis voilà, vous allez être nombreux, vous allez être serrés. Un peu comme à la cubaine d'ailleurs, parce que c'est un peu l'école cubaine. Vous allez être serrés, vous allez vous entraîner. Il fait chaud, en plus la mairie de Paris nous autorise même pas à ouvrir les fenêtres. Enfin, c'est assez, c'est à la dure. C'est à la dure. Les vestiaires, c'est pareil, vous allez être nombreux. Si ça vous convient pas, on vous rembourse. On vous donne 15 jours pour réfléchir et on vous rembourse l'intégralité de votre licence. Donc comme ça, je suis je suis tranquille par rapport à ça. Je crois que j'ai dû avoir, entre 3 ans ou 4 ans, j'ai dû avoir 2 remboursements ou 3 remboursements. Enfin, vraiment un truc, voilà. Et les gens, ils comprennent vite que, oui. Mais à partir du premier trimestre, il y a beaucoup moins de monde. Et ça veut pas dire qu'ils n'apprennent pas, puisque j'ai quand même, mes coachs sont en binôme. Donc, j'ai 2 coachs par cours. Donc, forcément, la salle est scindée en 2. Il y a les débutants, il y a les confirmés, ou par niveau de poids quand c'est les cours ring. Et donc, je pense que tout le monde y trouve son compte. Et c'est ce qui fait un peu le succès de cette salle, puisque vraiment, on ferme les inscriptions au bout de quelques jours à partir de la rentrée. Voilà. Et le fait d'être dans cette ambiance un peu dure, où on est serré, on a chaud, ça fait venir surtout plutôt des jeunes qui sont un peu moins exigeants sur la qualité des services entre guillemets, ou ça fait venir vraiment toute catégorie d'âge? Non, toute catégorie d'âge. Toute catégorie d'âge. Je pense qu'ils se rendent vite compte qu'on a des coachs qui sont exceptionnels. Voilà, et qu'ils comprennent vite qu'ils vont apprendre. Voilà. Ils vont apprendre. Et puis, il y a des cours où il y a moins de monde quand même, puisqu'on a quand même des horaires, beaucoup d'horaires, hein, puisque je disais 19 cours par semaine. Donc, il y a des cours le matin, il y a des cours en fin d'après-midi, il y a des cours l'après-midi, il y a des cours le soir. Donc, il y a des cours où il y a beaucoup moins de monde. Tu parlais des différentes écoles cubaines, européennes, américaines.
Ça, est-ce que tu peux nous décrire, un peu les différents styles Oui, tout qu'on à peut qu'on fait. peut Alors, qu'on peut retrouver? si je prends par exemple la boxe européenne, c'est une boxe qui elle est qui se protège beaucoup. On bloque les coups, en boxe européenne, on bloque beaucoup les coups, on se protège beaucoup, par rapport à l'école cubaine qui elle va travailler énormément le jeu de jambes. Puisque même il y a des écoles, à Cuba où pendant 6 mois, vous vous servez pas de vos mains, vous vous servez que des jambes. Et ça, la différence est énorme parce qu'elle est beaucoup plus mobile. C'est une boxe qui est beaucoup plus mobile, qui est plus ouverte, et tout se passe sur le déplacement. Et puis la boxe américaine, elle est, on va dire, elle est très dans le buste, dans l'esquive et dans la puissance. Donc, c'est une boxe qui est peut-être un peu plus statique que la cubaine, mais par contre, il y a un gros travail sur le buste, sur l'esquive, sur la combinaison des coups. Ça, les Américains sont très forts pour ça. Et voilà. Et tout ça, c'est 3 styles. Chacun peut choisir un peu son style dans notre salle, et ils vont avoir avec les 13 coachs, ils vont avoir leur préférence. Tu parlais également d'une séparation par, niveau, c'est-à-dire que pour chaque cours, les adhérents sont séparés en un peu les débutants et les plus confirmés? Oui, alors en fait, le fonctionnement, est fait de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on a une rotule qui s'appelle le cours boxe. Le cours boxe, c'est un cours vous allez tout faire, culture physique, mise de gants, à la touche, technique, enfin voilà. C'est vraiment un cours qui est global. Là, ce sont des binômes, obligatoirement, parce que c'est le cours où il y a le plus de monde. En plus, c'est les horaires où les gens peuvent venir le plus souvent. Et à côté de ça, tous les autres cours, ce sont des satellites qui sont là pour vous faire progresser. Donc on a un cours sur le cardio, on a un cours sur la puissance de frappe, on a un cours sur fameux cours ring, qui là il y a pas de là on appuie les coups, enfin voilà, c'est dans des c'est du sparring. Voilà, on a les cours techniques aussi, qui travaillent la technique. Enfin voilà, on a plein de cours qui sont là pour faire, et je dis toujours, si vous ne faites que le cours boxe, vous n'allez pas progresser parce que vous êtes nombreux et vous n'allez pas progresser. Mais par contre, si vous voulez progresser, faites les autres cours et vous allez voir où là on tourne à une vingtaine de personnes, et là vous allez forcément mettre en application ce que vous ferez au cours boxe. Et après, bien évidemment, mais ça c'est réservé car certaines personnes, le cours ring où là il y a vraiment une mise de gants avec appui. Ça, c'est les cours, traditionnels, mais tu as aussi une gamme de cours entre guillemets, «nouvelle génération». Cardio boxing, punch boxing. Ça, c'est une volonté de t'ouvrir à notre public qui vient chercher plutôt de la boxe fitness? Ou tu avais envie, initialement d'intégrer, ces types de cours? Oui, alors c'est vrai, c'est juste, puisqu'on a 2 licences, enfin quand on dit 2 licences, c'est 2 inscriptions. On a l'inscription full, où là on peut tout faire, et puis on a la light. La light, en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément envie de mettre les coups, de mettre les gants, pardon, enfin donc de prendre des coups. Et donc oui, là on va travailler le cardio. Il y a pas réellement de mise de gants, voilà. Il peut y avoir des mises de gants, mais c'est simplement au corps, et c'est vraiment à la touche, et voilà. Donc ça c'est la light. Donc effectivement ça ouvre le panel où il y a des gens qui veulent boxer, il y a des gens qui veulent connaître ce que c'est que la boxe à la dure, ils peuvent. Et puis il y a d'autres personnes qui ont envie de quelque chose De plus fitness? de plus fitness, voilà, exactement, exactement. Et à côté de ça, on a aussi les cours féminins qui sont importants, puisque là, on s'est aperçu, enfin, je me suis aperçu avec le temps que, on avait de nombreuses inscriptions chez les filles, mais par contre, voilà, je pense que certaines préfèrent être entre elles, donc on a vraiment des cours dédiés où là aussi elles ont leur cours boxe et elles ont des cours qui vont développer la technique aussi, et donc voilà. Mais bien sûr, elles peuvent aussi faire tous les autres cours. Avec les quasiment 20 créneaux que tu proposes, ta localisation très centrale dans Paris et tes tarifs, attractifs, heu, tu tu concurrences l'offre privée également.
d'une certaine manière. C'est pas le but. C'est pas le but. On en a beaucoup qui viennent de salles privées. En fait, voilà, dans une salle privée, on vous offre un service que nous on n'a pas. Donc bon, à partir de là, chacun trouve son bonheur, quoi. Donc, ce que je sais, c'est que par rapport à ce qu'on propose, oui, on est on est performant. On est très très performant. Et ça, donc tu me disais, avant qu'on enregistre que tu ne touchais pas de subventions de la part de la mairie de Paris ou de quelque autre, collectivité, et tu arrives quand même à trouver un équilibre, financier, voire, excédentaire, en proposant une aussi large gamme de créneaux? Oui, parce que c'est très simple. Et c'est pour ça que, voilà, on peut pas concurrencer une boîte privée. Je vais vous expliquer, on est à l'équilibre, en fait. Voilà, on est à l'équilibre, notre salle est à l'équilibre. Les trade coach, on les paye au tarif, des coachs, Tarif de parisiens. marché. Tarif de voilà. Donc ça, il y a pas de souci, ils sont payés à l'heure et donc toutes les heures qui sont faites sont payables. Parallèlement à ça, Je fais une petite parenthèse, mais ce qui est rare dans le secteur, associatif? Que les coachs soient payés, au marché, c'est-à-dire, pour le travail qu'ils fournissent effectivement et qu'ils aient une juste, de rémunération? franchement, je sais pas. Moi, je me suis pas posé de questions. J'ai pris les meilleurs tarifs de Paris. Je voulais des très bons coachs et c'est ce que j'ai. J'ai pris les meilleurs tarifs de Paris. Je me suis aligné là-dessus. Je me suis pas posé de questions. Voilà. Je me suis dit, si je veux des bons coachs, faut les payer au prix des autres salles. Voilà. Et c'est ce qui est le cas. Donc après, je ne sais pas trop ce que font les autres associations. Franchement, je ne sais pas. Je comprends. Aujourd'hui, cette salle, et le Ring parisien, donc tu es le président, ça représente combien d'heures de travail, pour toi? Donc j'imagine, est-ce que toi, tu ne donnes pas directement, les cours? Enfin, peut-être que si d'ailleurs? Non, non, j'ai jamais voulu. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour ça, et ils sont en place. En revanche, il y a un gros travail d'organisation. Ça demande énormément de travail. On va dire que on est toute une équipe derrière. On a le bureau et puis on a le conseil. Seul, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Auprès de moi, dans le bureau, j'ai Samy et puis j'ai Guillaume, le trésorier, le secrétaire, et on se répartit les tâches. Mais ça demande énormément de travail. Ça me prend un quart du temps par semaine. Et donc voilà quoi. Et puis surtout que elle ne cesse de grossir, de grandir. La boxe adaptée a pris énormément de place. Le ring parisien Kid, qui est donc dans le 13e, qui est réservé aux tout petits, pareil, c'est en train de bien On va en grossir. parler en Donc détail voilà, après. oui, ça prend beaucoup de temps. Faut vraiment être passionné quoi. Faut vraiment être passionné. Tu disais que tu avais plusieurs centaines d'adhérents? Oui, on 300? va tourner aux alentours de 300 adhérents. Voilà, répartis sur les 2 salles et sur les 19 cours. Ça, Donc, c'est des gens qui restent, toute l'année ou qui sont inscrits et ensuite qui potentiellement, non, quittent le non, non, navire? c'est ce que je disais au début, sélection naturelle. Donc, il y en a des fois, on les voit 2 fois, quoi. OK. Ils font un cours, puis on les voit plus. Donc, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu ça. Même à l'ancienne époque, puisque je suis pas tout jeune, il y avait des mecs qui venaient s'inscrire, ils voulaient tout péter, ils voulaient tout casser, et puis on les voyait un mois, puis après on les voyait plus. Donc voilà, c'est quand même un sport dur, hein. C'est voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément propre à la boxe. Il y a peut-être des gens qui s'inscrivent dans un club de foot et au bout de 2 mois, ils se rendent compte que, le foot, ce n'est pas leur activité, favorite. Tu as également une activité de team building, dans cette salle, donc une offre à destination des entreprises. Ça, c'est confidentiel, ça se développe? Pas du tout. On va dire c'est la plus petite activité. Elle est ouverte. On ne cherche pas trop à la développer parce que on a que 2 mains, voilà, tout simplement, et que on est déjà extrêmement pris par toutes les autres activités. Mais bien sûr, elle est ouverte. Elle est ouverte. Une entreprise peut venir. On a eu déjà plusieurs fois d'ailleurs. On ouvre des créneaux pour des entreprises qui veulent faire découvrir la boxe à leurs adhérents. C'est pas mal parce que ça crée du lien, parce que l'effort est commun, parce que voilà, les gens transpirent
dire, même sur un cours d'1h30, 2 heures, les gens vont transpirer tous ensemble et ça fait des fois aller au-delà de ses limites, même s'il n'y a pas de mise de gants et ni de sparring dans ce genre de cas, quand même. C'est quand même assez, c'est très physique et ça crée du lien pour les entreprises. De toute manière, la boxe, c'est quand on retire la l'opposition et tout ce qui est néfaste pour ça, c'est-à-dire effectivement prendre des coups dans la tête, c'est pas une bonne chose, ça c'est très c'est pas bon pour le cerveau. Mais quand on retire ça, l'entraînement de boxe est un des sports les plus complets et les plus intéressants, même pour la vie de tous les jours. Tu parlais également de cette exposition de photos qui est, installée dans la salle. Toi, tu as voulu mettre un aspect, artistique dans cette salle. C'est plutôt rare, je dirais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette Oui, vision, que oui, je vais peut-être vous surprendre, mais la boxe est artistique. On l'appelle le noble art, hein, quand même, hein. Donc la boxe est artistique. Alors là, c'est un sujet que j'adore. rentrons, on peut y Quand on rentrer. prend, et je vais faire un parallèle entre la boxe d'aujourd'hui et la boxe des années 80, 70, 60. Voilà. Quand on prend ce qu'était la boxe à haut niveau, je parle du haut niveau, de la boxe des années 60, 70, il n'y avait pas cette recherche de musculation comme il y a aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'elle était plus efficace et qu'elle était mieux, mais elle était beaucoup plus artistique. C'est-à-dire que quand on prend des champions de l'époque, je prends le fameux quatuor Durand, Herz, Léonard et Hagler. 4 styles complètement différents. Et donc effectivement, oui, il y avait pour moi, les styles de boxe étaient artistiques parce qu'en fait, ils apprenaient la boxe, mais leur personnalité ressortait au travers de ce sport et au travers de la gestuelle. Et ça, il y a quelque chose, c'est comme la danse, je la compare souvent à la danse classique, ça peut paraître paradoxal, mais je la compare souvent, ne serait-ce que par la répétition des gestes, la rigueur qu'il faut entre la boxe et la danse, il y a, c'est un peu le même, je puis dire le même combat. Et donc je reviens sur oui, effectivement, la boxe des années 70 était une boxe très très créative. Voilà. En fait, chacun avait presque ses coups, avait ses techniques. Aujourd'hui, on l'a toujours. Il y a toujours des très grands champions, des mecs exceptionnels. Mais l'avènement de la culture physique et de la musculation a un peu, on va dire, a un peu bloqué un peu ce côté-là. Voilà, un peu cette façon de s'exprimer de façon personnelle. Et donc oui, et puis en plus je viens de profession artistique puisque je suis architecte designer. Donc toute ma vie ça a été je fais beaucoup de créations, je fais beaucoup de concepts. Donc effectivement oui, c'est lié. Est-ce que tu dirais qu'il y a moins de finesse aujourd'hui? La technique est peut-être plus pointue aujourd'hui, technique, mais application de la technique, mais moins de finesse, oui, et moins de liberté. Et À savoir appréhender un autre truc qui est savoir appréhender un ring. Avant, on nous apprenait à utiliser le ring, mais sur à chaque centimètre était utilisable. Chaque positionnement était utilisable. Je trouve, et je pense qu'il y en a qui le font aussi maintenant, mais je trouve qu'on le fait moins maintenant. Et savoir se servir des cordes, savoir tout utiliser dans un ring. Voilà. Et donc, forcément, ça développait des box qui étaient personnelles, beaucoup plus personnelles qu'aujourd'hui. Mais on a la même chose en tennis, hein. Prenons le tennis des années 70-80 et prenons le tennis d'aujourd'hui, qui est pourtant un tennis qui est 10 fois plus performant que les années 80, avec la puissance de frappe qu'ils ont. Mais il y a les styles sont beaucoup moins créatifs que l'on pouvait avoir dans les années 80. Et je pense que dans d'autres sports, on peut le retrouver aussi. je fais un cran en arrière sur ce que tu as dit sur cette, culture physique qui est plus prégnante aujourd'hui qu'auparavant. Heu, à quoi tu l'imputes ce changement? Est-ce que c'est, les réseaux sociaux qui font un culte de l'apparence, qui s'infuse également, chez les boxeurs? À quoi tu rattacherais cette Au progrès, cette évolution, au progrès que l'on a fait dans ce domaine, on a fait un progrès énorme. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à muscler des sportifs et à cela, ils vont garder leur rapidité, ils vont garder leurs réflexes. Avant, on disait souvent dans les clubs de boxe pro, on disait la musculation pas trop, ça va nouer les muscles. Parce que la technique était peut-être moins développée en musculation. Et on comparait ça surtout à de la force pure. Alors que maintenant, avec les connaissances que l'on a, on arrive à faire des gens extrêmement rapides
extrêmement puissant. Pour le spectacle, c'est pas plus mal, c'est très bien. Mais pour la créativité des styles, je trouve que c'est moins bien. Voilà. On parlait de ça à propos de cette exposition de photographie. Dans la boxe, il y a également un aspect que tu as comparé à la danse. Et je pense que la notion de rythme est également très importante en boxe, dans la mesure où les coups doivent avoir une certaine cadence, et on peut rapprocher ça d'un musicien qui s'entraîne et qui refait ses gammes avec un métronome. Est-ce que tu partages cette C'est très juste. C'est cette tout à vision? fait ça. C'est tout à fait ça. Le rythme varie en fonction. Et ça, c'est très difficile à obtenir en boxe. Et souvent, chez les jeunes, c'est de varier le rythme. Des croches. C'est-à-dire d'être souple, d'être piquant, d'être puissant, de revenir à la souplesse et de tout le temps varier. C'est ce qui va déstabiliser l'adversaire. Et effectivement, le rythme a son importance, comme, oui, effectivement, comme la danse aussi. Et aussi les gammes. En fait, vous prenez un champion du monde, il va répéter ses gammes. Il va faire du direct du gauche. Il va faire il va mettre sa droite. Il va faire des crochets. Il va faire en fait, les bases, il va continuellement les répéter. Et ça, c'est un peu ce que font les danseurs classiques, où ils font leur gamme, ils répètent sans arrêt les mêmes choses. Et en fait, l'amélioration se fait toujours petit à petit. On le voit pas, mais c'est ça qui fait que, voilà, il y a ces points communs entre la danse ou même la musique et la boxe. On a bien parlé de cette salle dans le 2e arrondissement, donc cette salle historique. Le ring parisien a grandi, s'est développé avec une 2e salle dans le 13e arrondissement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, donc c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. On n'avait plus de place dans le 2, donc on ouvre une salle pour les tout petits. Donc, alors les tout petits, c'est pas simple parce que là aussi, avec les morphologies d'aujourd'hui, vous avez un jeune de 10 ans qui peut être grand comme un jeune de 16 ans. Simplement, le jeune de 10 ans n'aura pas du tout la même façon de mettre des coups qu'un jeune de 16 ans. Quand tu dis tout petit, c'est quelle tranche d'âge? 5 ans. On commence à 5 ans. On a même, je crois, qu'un petit qui a 4 ans. Donc, ce sont des jeux, là. On n'est pas sur de la boxe. Bien sûr. Mais c'est tout autour de la boxe, mais avec des jeux. De l'éveil Et puis, des ludique. petites touches de direct, d'apprentissage. Voilà. Mais toujours accompagné de jeux. Là aussi, il faut des coachs très particuliers et des gens très pointus dans ce domaine. Tout le monde ne peut pas faire ça, parce que la boxe des tout petits, c'est pas donné à tout le monde. Heureusement, on a quelqu'un enfin, on a plusieurs personnes qui sont très bien pour ça. Ce projet, il vient parce que c'était des gens qui vous le demandaient, ou c'est toi d'initiative qui a considéré que ça pouvait intéresser Non, tout ça, c'est par plaisir. Voilà. Franchement, je suis convaincu d'une chose, c'est que ça peut convenir à tout le monde, et c'est vraiment par plaisir. Alors, on avait des credos qui étaient pas faciles aussi. C'est ça qui nous a poussé à penser à ça, parce que dans cette salle du 13e. Ma question était plutôt, est-ce que c'était des parents qui vous demandaient: «Ah, j'aimerais bien que mes enfants fassent du sport, de la boxe, pourquoi pas?» Non. D'accord. Non, on n'a pas trop été confrontés à ça. Voilà, non, ça a vraiment été un choix. Voilà, un choix personnel. Mmh. Et ça rencontre un bon succès? Ah oui, oui, très bien. C'est en train de partir là, parce que ça fait la 2e année. La première année était un peu difficile, mais c'est normal. Surtout on est situé dans le complexe sportif de l'université de Paris, qui a un accès difficile. On fait partie de la mairie de Paris, mais il loue des salles dans ce complexe sportif. Alors il est très très beau, c'est très bien, mais bon, c'est pas un accès facile. Et donc, oui, non, ça marche très très bien cette année. On a des cours à 25 élèves à chaque fois. Et là, donc, cette année, en plus, on ouvre un cours ado. C'est-à-dire qu'on fait la tranche des 5-9 ans, ensuite des 10-14 ans et des 15-17 ans. Donc les deux premiers créneaux sont quasiment pleins, et maintenant on a le 3e créneau que l'on ouvre cette année pour les ados. Et après, on passe au ring parisien 02, où là on a une continuité jusqu'à 90 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris dans la première salle que tu as pu mettre en application dans la 2e, des petites erreurs ou des ajustements que tu as pu faire
On a fait rapide. on a fait des erreurs. Notamment, on s'est pas vu grossir. Et on s'est aperçu, ça c'est vraiment un constat qu'on a fait cette année. C'est pour ça qu'on a changé pas mal de choses. On s'est pas vu grossir et on s'est aperçu que, en plus, c'est insidieux. On a eu deux, trois fois où il y a eu des petits accidents qui auraient pu être évités. Et ça vient du fait que, voilà, on n'était peut-être pas assez prévenant, pas assez. Le fait de séparer la salle en deux, réellement, c'est alors qu'il y avait deux coachs depuis le début, mais réellement, séparer la salle en deux, c'est réellement depuis cette année. En fait, voilà, c'est nos erreurs qui nous ont fait dire qu'il fallait s'améliorer dans ce domaine. Et on le voit tout de suite que ça marche maintenant beaucoup mieux. Les catégories de poids aussi, c'est très important. Voilà, parce que même quand on est à la touche, quand on boxe à la touche, quand on fait 95 kilos, le fait d'envoyer un coup, même doucement, la personne en face qui en fait 70, eh ben elle va le prendre parce qu'il y a le poids du corps derrière. Ça aussi, voilà, on mélangeait un peu tout le monde avant et maintenant on le fera plus. On le fait, on le fait moins parce que même c'est bien aussi de pouvoir boxer avec des gens qui sont plus lourds ou des gens qui sont plus légers, mais on le fait beaucoup moins et de façon beaucoup plus précise. Ça fait partie des erreurs qu'on a pu faire et que voilà, mais on s'améliore au fur et à mesure. Et voilà, et je pense qu'on en fera encore. Bien sûr, il y a des petits ajustements à Toujours, faire. toujours. Et est-ce que vous avez voulu accueillir le plus de personnes possible Oui, ça aussi. par volonté de bien faire? Par volonté de bien faire, puisque c'est vraiment réellement ouvert à tout le monde. Il y avait des gens qui venaient, qui n'avaient aucun niveau de boxe et qui voulaient tout de suite faire le cours ring. Bon, maintenant, c'est tout de suite ceux-là, on les exclut. Parce que bon, à la limite, ils vont pas se plaindre, ils vont prendre des coups, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Alors maintenant, en danger, voilà, on se met en danger de façon inutile. Et maintenant, on leur dit, vous passez déjà par le cours. Donc c'est le seul cours, on va dire, pour quelqu'un qui vient s'inscrire. Il peut le faire sous condition. S'il a déjà fait de la boxe, s'il a déjà été dans un club, et donc voilà. Sinon, non, on l'autorise pas ça. il y a cette salle pour les petits, la salle historique pour les adhérents de tous les jours, et tu as aussi également un public de seniors à qui tu proposes de la boxe et un public porteur de handicap. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux publics? C'est un secteur qui grossit énormément, je crois on doit être une des plus grosses salles dans ce domaine. Alors oui, on a 5 cours. On a 5 cours. Non, moi j'appelle ça maintenant de la boxe. C'est plus tellement. Enfin, on l'appelle l'handibox ou la boxe adaptée. Je préfère que la boxe adaptée. Ce terme est plus adéquat. Donc on va dire dans ce domaine, notre point d'orgue, c'est la déficience intellectuelle. Et donc, parce qu'il y a deux types de handicap, il y a l'handicap physique et puis il y a l'handicap intellectuel. Alors nous, on est plus sur l'handicap physique, voilà, parce que en fait, c'est une catégorie de gens, de personnes qui ne trouvaient pas à faire du sport, c'était très difficile pour eux à trouver des salles pour aller faire du sport. Donc, on travaille beaucoup avec des établissements de soins, puisque ce sont des gens qui ont des gros déficits intellectuels, souvent non-verbaux, voilà. Et on tient à une chose qui est très très importante pour eux, c'est que souvent le sport se fait dans ces établissements. Et nous, on refuse systématiquement. On demande aux établissements de venir dans une salle de boxe, dans une vraie salle de boxe, parce que sortir les gens, voilà, pour qu'ils voient autre chose. C'est une forme d'inclusion, et tout simplement parce que ils s'en rendent compte. En fait, ils sont simplement différents. Donc, ils se rendent compte de tout ça. Et ça leur crée une joie, effectivement, que d'envoyer un coach dans l'établissement. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage de faire ça parce que c'est aux établissements de aussi participer à l'inclusion. Et même quand ce sont des gens qui ont des handicaps assez lourds, on peut le faire. On peut le faire. Donc, j'ai des groupes pour les personnes avec autisme, j'ai des groupes pour les personnes avec déficience intellectuelle, et alors tout ça c'est sur une trame qui est à peu près identique, mais on adapte en fonction. Donc j'ai des coachs qui sont vraiment spécialisés, vraiment ce sont des coachs vraiment spécialisés dans ce domaine-là, et donc j'ai des cours pour les personnes avec autisme, des cours pour les personnes avec trisomie et déficience intellectuelle, j'ai des cours avec les personnes avec des troubles cognitifs, j'ai des cours avec pour les personnes vieillissantes atteintes de la maladie d'Alzheimer, où là, on propose même des binômes entre le mari et la femme. Comme ça, la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, eh ben, elle est en rapport, enfin, elle, comment dire,
Elle se repère grâce à son mari ou à sa femme. Ça ressoude les liens du couple. Voilà, exactement. Et j'ai aussi des cours, c'est récent, avec l'université de Paris 1, pour les handicaps invisibles. Donc des gens qui sont souvent, ce sont des personnes qui sont autistes Asperger et qui donc ont des handicaps invisibles, qui ils peuvent pas comment dire, aller dans une salle de sport classique parce que émotifs, avec trop de charge émotive. Et donc on a des cours avec eux, on a fait un partenariat avec eux. Et là aussi, ça marche très très bien, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment une grande variété. On essaye de toucher un peu tous les handicaps. Les coachs, tu disais qu'ils étaient spécialisés. Eux, ça leur enrichit leur pratique de l'enseignement de la boxe pour les personnes de tous les jours? Non, ce sont des coachs qui ne font que ça pour les personnes handicapées. Et les personnes handicapées, les personnes un peu plus vieilles, quels sont leurs retours? Elles disent mais c'est génial, je pensais pas que je pouvais faire ça à cet âge-là. Tout à fait. En fait, là aussi, ça a du succès. Comme je disais tout à l'heure, notre doyenne a 88 ans. Et en fait, là, on va travailler. Alors, c'est toujours aussi sur la même trame, mais on va travailler plus la proprioception, on va travailler l'équilibre du corps, on va travailler le geste, on va travailler. Donc, il y a plus du tout d'opposition, c'est même pas en rêve. mais voilà. Et en fait, on va surtout travailler, et ça, c'est pour tout le monde du handicap. On va travailler la décharge d'émotivité. Et ça, c'est grâce au sac de frappe, par exemple. Alors, on a des sacs de frappe spécifiques avec des lumières qui s'allument pour travailler aussi la mémoire, faire travailler le réflexe. Et puis, oui, là, c'est une possibilité de décharger ses angoisses. Et comme c'est un monde que je connais assez bien par mes autres activités, je sais que, par exemple, les personnes avec autisme ont ce genre de soucis, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ont des traumatismes dans l'être et qui vont être submergés d'émotions avec l'environnement qui est autour d'eux. Et donc la boxe va permettre de pouvoir extérioriser tout ça d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi que ça a son succès, quoi. Et une personne âgée, c'est pareil. Une personne qui atteint d'Alzheimer va pouvoir extérioriser ses angoisses à travers. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. En fait, ils se sentent mieux après. Et peut-être qu'ils ne pensaient pas que c'était possible encore de faire ça 85 ans. Tout à fait. 90 Tout à fait. Tout à fait. Et souvent, d'ailleurs, et les gens quand ils voient parce qu'on distribue des flyers et toutes les choses comme ça, pour se faire connaître, ils se disent, mais non, mais moi, je vais pas faire de la boxe. J'ai 80 ans, j'ai 70 ans, je vais pas faire de la boxe. Et alors moi, c'est simple, je leur dis, venez faire un cours d'essai. Voilà. Et après, vous verrez si ça vous convient, ça vous convient. Et s'ils viennent faire le cours, c'est que tu as déjà gagné, je pense. Oui. S'ils franchissent le pas, c'est que... Et puis, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. C'est ce monde qui a été délaissé. Là, je parle de l'handicap intellectuel. Ce monde qui a été délaissé pendant des années et des années, caché, planqué dans des établissements de soins. Voilà. Il existe et il a tout à fait sa place. Il a tout à fait sa place. Emmanuel, tu disais que tu avais d'autres activités. Tu es notamment architecte designer. Tu as également une ferme, si j'ai bien compris, vers Toulouse. Est-ce que tu fais des liens entre ces activités et la boxe, le sport en général, ou pas du tout? Oui, il y a un lien très important entre mon travail de concepteur, architecte, designer et la boxe, qui peut paraître un peu paradoxal, mais il est très important puisque en fait, avec mon frère Frédéric, qui est architecte, on développe depuis 20 ans l'architecture sensorielle. On va dire une toute petite niche. Il y a 20 ans, je crois qu'on était quasiment tout seul. Et en fait, c'est aussi pour le monde du handicap et pour la déficience intellectuelle. Donc, on développe des univers spécifiques aux personnes qui ont des traumatismes intellectuels. Et donc, forcément, ça a fait repenser un peu l'architecture. Tout ce qu'on a appris, on va dire en école, puisque c'est des choses qui ne sont pas apprises dans les écoles. Tout ce qu'on a appris dans les écoles, il faut un peu le penser à l'inverse de tout ça. Voilà. Donc c'est un apprentissage qui a été un peu
autodidacte, puisque c'est vraiment très récent comme domaine. Et donc oui, je suis constamment confronté, puisque je ne fais que ça. Je développe des concepts avec mon frère. On développe des concepts sur l'architecture sensorielle et liés à la déficience intellectuelle. Et donc d'un côté, je suis dans la pratique avec le sport, où là je suis confronté, et il faut être confronté aux personnes avec déficience. Et d'un autre côté, je suis dans la théorie grâce à l'architecture. Donc pour moi, c'est devenu quasiment incontournable. Voilà, je progresse dans un domaine grâce à l'autre domaine, et je progresse dans l'autre domaine grâce au premier. Voilà. Parallèlement à ça, parce que j'ai des semaines bien remplies, j'ai repris une exploitation agricole de 74 hectares dans le sud-ouest, du côté de Auch, et j'y développe l'agroécologie là-bas. Donc c'est-à-dire que c'est une exploitation agricole qui a été on va dire pendant plus de 60 ans conventionnelle, donc avec beaucoup de phyto, de produits chimiques, voilà. Et donc quand j'ai repris cette exploitation, j'ai tout transformé. Je fais de l'agroécologie, je fais de l'agroforesterie, et donc je cultive des plantes avec d'autres plantes. Et c'est certaines plantes. Quand je fais une culture de blé, je mets une févrole, et la févrole va s'occuper de mon blé. Et voilà. Enfin, je schématise. Je vais pas aller trop loin là-dedans, mais c'est un travail de recherche, puisque l'agroécologie c'est très récent, c'est passionnant. Mais le point commun, on le retrouve. En fait, avant, un agriculteur était quelqu'un qui conventionnel, j'entends, était quelqu'un qui décidait de ce qu'il allait faire. Alors que là, on est dans un cycle naturel, et on n'est plus qu'un acteur. C'est-à-dire qu'on participe à ce cycle naturel. Voilà. Et c'est ça la grosse différence. Donc, on travaille. C'est un travail sur l'environnement. L'architecture sensorielle, c'est un travail sur l'environnement, puisqu'on travaille aussi sur l'environnement pour améliorer le comportement des gens. Donc voilà, il y a des points communs entre ces trois activités que je retrouve, voilà. Et de ce côté-là, j'ai une vie bien remplie et surtout très très passionnante. Super, merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.